Bonsoir, elles me font signe. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je salue Zélie d'Allemagne, Andrea Vilchange et Camille Auger. Voilà, désormais en charge de la réalisation de cette émission. Vous répondrez, alors je ne sais pas si vous le ferez tous les trois en direct, mais en tout cas vous répondrez aux commentaires et aux questions de celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Merci à Arthur Lenoir, je suis sûre qu'il ne nous regarde pas, qui prend aujourd'hui de nouvelles fonctions, donc merci à lui d'avoir tenu la barre pendant près de 3 ans. Ce soir, donc, tous les 3 et moi, nous sommes 4, nous recevons les auteurs et metteurs en scène de Et si c'était eux, ainsi que l'une des actrices de la distribution, une création présentée au Théâtre du Vieux-Colombier à partir de ce mercredi 27 septembre jusqu'au 5 novembre. À chaque fois que je donne la date, quand c'est imminent, je sens un frétillement. Bonsoir Julie Sicard. Bonsoir. Bonsoir Christophe Montenez. Bonsoir. Et bonsoir Jules Sago. Bonsoir. Julie Sicard, on m'a dit qu'il fallait toujours que je commence par ordre d'entrée dans la maison. Je me suis fait reprendre un certain nombre de fois, notamment par votre camarade Éric Genovès. Je le dénonce. Donc vous êtes comédienne de théâtre, vous êtes comédienne aussi de cinéma, vous êtes sociétaire de la troupe depuis 2009. Vous êtes arrivée à la Comédie Française en 2001. En 2000. En 2000. Oui. Vous étiez Angélique. Oui, que j'ai commencé avec un contrat d'artiste auxiliaire en 2000. Et je suis devenue pensionnaire en 2001. Voilà, donc c'est pour ça qu'officiellement, vous êtes arrivé en 2001, vous imaginez. Donc artiste oui, mais auxiliaire n'a pas quand même, compté. on recalcule en fonction. Si c'est pas le terme adéquat, mais à partir de 2000. Donc j'estime que je suis rentrée en 2000 finalement. Avec Angélique. Et puis c'est bien 2000, comme ça c'est bien, 2000, c'est clair. Comme ça vous permet de compter. Ouais, voilà, sinon c'est compliqué. Bien. Je préfère 2000. Ouais. Maladie imaginaire, Claude Stratz, la même mise en scène, toujours d'actualité. Voilà, et depuis avec une impression de fluidité, vous alternez les grands classiques, les spectacles musicaux, et puis les textes contemporains comme celui-ci. Christophe Montenez, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène, vous êtes cofondateur du collectif Les Bâtards Dorés, que vous avez créé avec votre camarade ici présent et d'autres, Romain Grard, Lisa Ours, Lisa Ours. et Manuel Sévery, à la sortie de l'école du Théâtre National de Bordeaux, Aquitaine. Vous êtes entré à la Comédie Française en 2014. Ouais, c'est voilà. ça, je ne pas la même. Non, alors en fait 2013, mais du coup, voilà. Alors, 2013, vous êtes depuis 2020 sociétaire. Ouais, ça doit être juste, ouais. Je me De souviens la troupe. pas, mais oui, ça doit être ça. Ouais. J'ai regardé avant. Jules Sago, vous êtes comédien de théâtre, de cinéma, de série. Vous étiez le cyber-expert du Bureau des légendes. C'est vous. Ouais, c'est moi, ouais. Sylvain. C'est ça. Auteur et metteur en scène, donc, et cofondateur de ce collectif, Les Bâtards Dorés, qui perdure. Voilà, alors que vous avez les uns, les unes et les autres pris des tas de directions. Ensemble, donc Christophe Montenez et Jules Sago, vous avez écrit et mis en scène, et si c'était eux, alors moi j'appelle ça une comédie dramatique, vous appelez ça une farce pathétique, sur le thème de la vieillesse, de la dépendance. C'est une pièce qui interroge à la fois la place des personnes âgées dans la société, mais aussi notre propre finitude, enfin notre finitude à toutes et à tous. C'est ce que, je sais pas, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à cette petite présentation courte les uns et les autres? On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Non, c'est assez juste, oui, c'est ça. Alors vous êtes toutes deux trentenaires. Vous écrivez ce texte très fort, très puissant, très engageant sur la vieillesse. On va vous poser cette question un certain nombre de fois, donc je commence par vous la poser. J'avais prévu de vous la poser à la fin, mais je vous la pose maintenant, comme ça c'est réglé. Pourquoi est-ce que vous écrivez sur la vieillesse tous les deux? C'est clair. Il va falloir préparer votre réponse, parce que ça va, non, ça va revenir. Après, on dit toujours un peu le même pitch, puis ça évolue en fonction à qui on raconte l'histoire, mais oui, ce qu'on dit souvent, et c'est vrai, puisque ça coïncide un peu avec cet endroit-là où on a accompagné nos deux grands-pères en EHPAD et vers la mort, quoi. On les a accompagnés, et du coup on a côtoyé ces établissements, on a côtoyé les personnes, ces petits vieux, et en fait on s'est dit que c'était aussi
éminemment théâtrale du point de vue des situations, des personnages, quelque chose. C'est en ça que c'est une farce et qu'elle est pathétique parce que c'est en effet triste, mais c'est ce qu'attend n'importe qui. Et il y a, voilà, on se redisait des situations dans les salles communes où, voilà, notre grand-père où c'est totalement, enfin les situations exceptionnelles avec des personnes en perte d'autonomie ou qui perdent un peu la tête, avec ces infirmières qui viennent les aider, où ils sont très nombreux dans une salle. Il y a une sorte de retour à une sorte d'enfance, de petite enfance même. Donc ça nous a fascinés et terrifiés en même temps. Et je pense qu'avec ce spectacle, ce qu'on dit souvent, on exorcise un peu nos peurs. Et en même temps, on s'interroge sur quelle société... comment la société accompagne nos vieux et comment on traite ce sujet des vieux aujourd'hui. Donc c'est vraiment parti de ça. Et puis après, ça a dérivé. On est parti sur des vieux comédiens. L'envie de parler du vieux comédien. Après, on a vu le film du Vivier sur La fin du jour et du coup, ça nous a vraiment donné le cadre un petit peu de notre spectacle, si ce n'est qu'on l'a un petit peu, voilà. Tu veux prendre le relais? Non, c'est bien. Voilà, on en a fait normalement dans le film, c'est donc il y a plus d'argent pour cette maison de retraite spécialisée pour vieux comédiens et du coup ils vont faire une sorte de soirée gala pour ça c'est le film de Duvivier. Voilà, pour trouver une sorte de mécénat, de trouver des fonds pour pouvoir que chacun garde sa place et que la maison de retraite perdure. Et nous c'est plus cynique, donc je pitch oui, allez-y. l'histoire. Ouais. Il faut bien que si quelqu'un s'y colle, le fasse. Voilà, c'est trois EHPAD pour vieux comédiens qui sont menacés de rachat par une grande holding, une sorte de groupe privé. Et il y a eu une sorte de reportage d'émission tard sur France 2, on imagine, où une journaliste est rentrée dans les coulisses de cette affaire. Ça a ému le peuple et du coup, l'État organise une sorte de jeu télévisé pour départager ces 3 EHPAD, donner la chance à un EHPAD de continuer d'être accompagné financièrement pendant 10 ans. Et du coup, ces 3 EHPAD vont devoir prouver que ce doit être eux que le contribuable doit sauver, puisque donc c'est sur la chaîne, c'est rediffusé sur la chaîne impôt.gouv.fr. Et voilà, donc en fait, il y a eu 2 semaines avant le Spice de la Ménardière, qui est plus ou moins représenté par des comédiens du théâtre privé. La semaine d'avant, par le Théâtre du Soleil et le Spice du Soleil. Voilà. Et là, donc, c'est au tour de l'hospice de Pont-aux-Dames qui est représenté majoritairement, on imagine, par la Comédie Française. Et donc, ils vont devoir faire des scènes, chanter et émouvoir le contribuable. Qui va voter pour l'un des 3 EHPAD, un des 3 hospices. Exactement. Pont-aux-Dames, c'est un lieu qui existe. Et qui a été créé par un sociétaire de la Comédie Française, Coquelin-Aîné, c'est ça? Coquelin-L'aîné, ouais. Coquelin-L'aîné. Ouais. En 1902, je crois. 1905. Ouais. Vous êtes sûr de vous, Julie Sicard? On se le dit tous les soirs, mais je sais que c'est 1905. C'est un lieu qui aujourd'hui accueille, j'ai regardé, donc sur impôt-gouv.fr, toujours des artistes d'art dramatique, c'est ainsi que c'est formulé, mais aussi d'autres patients, je ne sais pas exactement comment, d'autres occupants. Ouais, actuellement même, il y a plus de comédiens, je crois. Mais c'est un désir, ça a changé de direction il y a peu, parce que ça appartient à la MNA Taylor, qui est la mutuelle nationale des artistes, qui a été fondée par Isidore Taylor, c'est ça, qui était administrateur ici. Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'équivalent d'administrateur, mais je sais plus comment ils appellent ça. C'était pas Nice, mais bon, celui qui dirigeait cette maison. Ouais.
Donc voilà, donc en ce moment il y a plus de comédiens, mais il y a un désir ils aimeraient beaucoup que des comédiens à nouveau viennent pour que perdure en fait l'utopie. Parce que c'est une utopie en fait, c'est ça l'histoire, c'est que cet EHPAD-là, Pontodame, c'est tel qu'il est décrit par ces pensionnaires dont vous êtes, c'est une utopie sociale qu'ils essayent de préserver, et à la fois pour les autres et pour eux évidemment. C'est de cela dont vous partez, et ensuite voilà, il y a effectivement, ça tourne à la farce. Donc il y a un personnage qui est celui de l'animateur, donc joué par Laurent Stocker, qui s'appelle Alban Vauquer. Il y a le personnage de son assistante qui s'appelle Lisa Oulala. Là, franchement, vous êtes allé très loin. Donc, joué par Elissa Aloula. Et tout est comme ça. Julie Sicard, vous interprétez donc une des pensionnaires qui s'appelle Judith Sicard. Voilà. Alors ça, vous avez joué tout seul ou vous avez joué avec la distribution pour trouver les noms? Parce que tout est à l'avenant. C'est-à-dire que vous jouez sur cette espèce d'effet miroir. Cette EHPAD qui héberge au départ des gens de la Comédie Française. Vous êtes sur la scène, une des scènes de la Comédie Française, avec des gens de la troupe. Je sais pas comment cette mécanique se met en place et vous décidez d'aller au bout de cette espèce de délire. Ouais, c'est toujours ce qui nous intéresse avec Jules, c'est les frictions entre réel et fiction. Donc le lieu du théâtre est toujours, dans nos spectacles, on l'a toujours utilisé d'une certaine façon, mais on adore quand il fait vraiment corps avec ce que ça raconte. Quand on questionne une fonction du théâtre. Ouais. Voilà. Ça voulait dire que dans votre travail avec les Bâtards Dorés, c'est une des réflexions sur lesquelles vous allez. Ouais. La place du public et ce lieu qui nous rassemble, de l'utiliser vraiment pour ce qu'il est, là où on joue. Et sur l'endroit aussi, je dirais, de l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que aussi dans l'idée de parler de ce qu'on appelle les EHPAD ou les maisons de retraite, c'est quelque chose de très présent dans l'imaginaire collectif. Chacun a l'impression, comme si une population se regroupe autour d'un imaginaire collectif, mais en réalité, personne ne partage exactement le même, mais pourtant on a l'impression qu'il y a consensus autour de cette chose-là. Du coup, dans l'idée aussi de transformer leur nom, de parler de la Comédie Française et tout, on a un public quand même de gens aussi qui vont voir d'autres spectacles de la Comédie Française, donc qui ont l'impression d'être fédérés autour d'un consensus. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment un consensus ou est-ce que c'est un accord autour de dissensus? Ça nous intéresse vachement, et comment une salle, à partir d'une même scène ou d'une même situation, se retrouve fracturée. Du coup, quelqu'un va pleurer ou rire sur une scène pendant qu'elle se passe, et pourtant on est tous en train de voir le même spectacle. Notre rêve, ce serait que tout le monde aime le spectacle, mais ne l'ait pas du tout vécu de la même manière. Alors moi, j'étais un village qui était en public, avec des gens de tous âges, et voilà, on en parlait avant l'émission, c'est-à-dire que les jeunes gens réagissaient pas pour moi exactement comme les gens de mon âge, par exemple, et moi, je réagissais sans doute pas, mais je ne les ai pas regardés comme les gens qui étaient plus âgés, qui étaient un peu plus loin que moi sur la rangée. Il y a en tout cas cet effet-là, parce que ce que ça renvoie, c'est différent selon l'âge et la façon dont on se projette dans ce qu'on est en train de voir, ça, bien sûr. Ouais. Puis de où on en est de notre parcours, même arithmétique de la vie dans l'âge. C'est sûr que forcément, plus c'est loin, plus il y a peut-être cette distance-là qui permet d'en rire, plus on s'en rapproche, plus on touche vraiment au sujet et qu'on a moins envie d'en rire. Après, ceci dit, les retours, notamment des jeunes, à un moment donné, ils ont beaucoup ri, et puis il y a une phrase de Judith Sicard qui dit bon voilà, tout le monde rigole, s'amuse la galerie, Francine fait sa petite chanson et nous on est en train de... Je vais te la laisser la dire parce que c'est toi qui la connais. On est en train de faire les marioles pour grappiller un peu de sursis. Et là, on m'a dit, les jeunes, certains jeunes à ce moment-là, à rebours font, ouais, c'est vrai que moi, le jeune homme qui était à côté de moi a fait oups. Oui. Donc, au moment du... Donc, je pense que cette chose-là, elle est notée. Voilà,
Bon, vous prenez la parole, Judith Siquer. Il est question aussi, dans ce lieu et dans ce qu'il raconte, et puis il est question du collectif aussi beaucoup. Oui. De ce collectif de pensionnaires qui essayent de prendre soin les uns des autres. Il est beaucoup question du soin, maintenant on dirait peut-être du care, mais il est beaucoup question de cela, même dans la façon dont les comédiens se touchent, enfin les personnages en tout cas, se parlent, se touchent. Il y a une espèce d'immense bienveillance chez ces personnes âgées. Entre elles, il y a forcément un effet miroir parce que vous, les uns et les autres, les unes et les autres, vous êtes des comédiens qui vivez dans des collectifs, vous dans un double collectif. Donc il est question de ça aussi, l'idée de la communauté. C'est un des sujets que vous traitez. Très forte. Et c'est l'envie, c'est l'envie de le traiter avec le public aussi. J'ai l'impression que nous, il y a aussi notre envie d'interroger le public en tant que communauté aussi. Et donc oui, ce qu'on met sur scène, c'est quasiment toujours avec le collectif. C'est le cas aussi, même si c'est fait d'une façon différente, parce que là, notre binôme fonctionne vraiment en binôme. Mais oui, la question du collectif est toujours posée. Et encore une fois, cette question de qu'est-ce qu'on sacrifie de soi pour faire collectif, qu'est-ce que ça renforce, qu'est-ce que ça permet, comment ça peut devenir dangereux aussi, un collectif, comment ça peut devenir une ablation. Ça demande une grande intelligence pour que ce soit un vecteur d'émancipation. Et donc oui, moi, la pièce, même si c'est sous l'aspect de la farce pathétique, comme on dit, moi, quand même, ces questions-là, elles sont très présentes, notamment dans l'émission télé où à des moments, avec les petites musiques, avec Laurent, on le montre, ça, on lisse le public. D'un coup, hop, il y a une tentative de trouver une émotion univoque et qui en réalité est de l'ordre de la manipulation. Moi, c'est ce que je crois aussi. Et puis à des moments, on dit en fait, regardez, là, vous avez été en réalité manipulé. Quoi qu'en empathie, vous avez été manipulé. Et donc maintenant, redevenez un peu, retrouver une subjectivité, et c'est comme ça qu'on crée vraiment du collectif intéressant. Julie Siquer, avec vos camarades, donc je vais citer, dès maintenant, Alain Langlais, Florence Viala, donc Laurent Stocker qui joue le présentateur, Sébastien Poudreau, Elissa Eloula, Clément Bresson et Dominique Parent. Vous avez accueilli cette pièce, ce texte tout neuf. Comment est-ce que vous avez commencé à justement travailler sur ces problématiques-là? Est-ce que ce sont des choses dont vous vous êtes parlé? Est-ce que vous vous êtes juste plongé parce qu'il y a un gros travail d'acteur? Enfin, il y a. La première étape, ils nous ont envoyé une sorte de synopsis. Enfin, qui n'était pas vraiment un synopsis, c'était plutôt une. Moi, ce dont je me rappelle, c'était beaucoup des tableaux de personnages, quoi. Donc, pour chacun, en effet, ils nous racontaient qu'ils étaient partis du film de Duvivier, mais après, voilà, une sorte de grammaire de personnages assez détaillée, mais finalement assez ouverte, etc. Donc, ça assez tôt, ce qui a fait que après le jeu télé était là, etc., mais on n'avait pas le texte. Et on a eu le texte assez tard, finalement. Oui. Vous l'avez vu avant-hier? Non, mais on l'emmenait. Non, assez tard. Peu de temps avant le début de répétition, finalement. Ouais. Donc, on avait quand même pu... moi, je me souviens que, par exemple, le descriptif, la fiche anthropométrique de mon personnage m'avait permis déjà de chercher des modèles, presque. On tend forcément vers ça. On se dit... des actrices, des vieilles actrices, ça me fait penser à qui? Enfin voilà, c'est conscient ou inconscient, mais on se met à emmagasiner comme ça des trucs. Ça travaille tout seul, on n'a pas besoin beaucoup d'y penser, quoi. Mais et après, le texte est arrivé, ils nous ont proposé d'en discuter, donc je pense qu'on en a un peu discuté sur des petites choses, mais ou sur des questions, etc. Mais de toute façon, c'est un peu... même encore, je pense qu'hier, on a pu encore changer quelque chose dans le texte parce que finalement, on se rend compte que là, il y a une incohérence ou que finalement, finalement, les gens n'ont pas besoin qu'on aille plus dans les détails.
rajouter, enlever, enfin voilà. Donc ça on le fait en trouver l'équilibre, c'est dans une farce qui parle de ces sujets-là. Ouais. Vous allez quand même assez loin. Laurent Stocker va assez loin dans le pantomime. Bon, c'est pour le grand plaisir des spectateurs, mais il y a aussi, il peut y avoir la tentation, puisque vous interprétez des personnes âgées, on va y venir, hein, sur tout le travail sur le corps et le grimage, etc., d'aller le plus loin possible, non, pour un acteur, et peut-être trop loin des fois. Mais aussi, on s'est rendu compte que finalement, une fois que les personnages sont apparus pour tout le monde, il y avait aussi parfois une économie qui s'imposait. C'est-à-dire que, évidemment, en salle de répète, avec nos têtes, etc., on était dans une création qui est profonde, mais qui finalement, une fois qu'on a eu les maquillages de Cécile Kretschmar, et qu'on était... Parce que vous prenez un sérieux coup de vieux quand même, hein. Je vous prenais à peu près... Vous êtes pour beaucoup de choses. 30-40 ans, pour la voix, voilà. pour plein de choses. Enfin, c'est vraiment... il y a pas notre travail et après on met un masque. Enfin, on a tout construit ensemble, quoi, avec Cécile, avec les 3 maquilleuses qui nous accompagnent, etc. Enfin, et puis même ça se peaufine tous les jours. Mais du coup, on s'est rendu compte aussi que finalement, sans rien faire, on racontait beaucoup de choses aussi. Un regard, tenir la main de quelqu'un, avec des gens de cette expérience-là de vie. Tenir la main de quelqu'un, ça raconte 1000 fois plus de choses que moi si je prends là la main de Christophe, parce que il y a toute la vie qui est derrière, quoi. Donc c'est là où on a pu en répète réajuster le texte ou même étoffer quand on sentait que ça manquait justement de contextualisation. Ce qui était compliqué, c'était pour nous à la mise en scène aussi, c'est ces moments donc d'émission, ces moments, puisqu'à un moment donné il y a des coupures pub, donc on est off, et comment tout ça est chorégraphié, parce qu'évidemment tout le monde a un ressenti sur ce qui vient de se passer, mais si tout le monde dit la même chose, enfin tout le monde s'exprime en même temps, même dans sa monade, avec sa vision du monde et de ce qu'il a ingéré du plateau et de tout ce qu'il projette sur cette émission, souvent c'est très touffu et c'est très, donc nous ça a été aussi de mettre le majeur, le mineur, comment tout ça, et puis d'aller, comme dit Julie, vers une économie que, voilà, on était assez avide de justement de ces petits moments-là, on le voit, puis tout d'un coup on passe à quelqu'un d'autre comme ça. Enfin, donc c'était ce qui a été le plus, la chorégraphie de ces petits moments a été assez. Parce que c'est assez rythmé quand même. Ouais, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'ils ont des corps ouais. de personnes âgées, voire très âgées. Hein, ouais. 2 d'entre eux sont très âgés. Ouais. Vous les appelez les reliques. Et en même temps, il y a un rythme, il y a une cadence. On l'a créé comme un fait d'eau. C'est ça qui est dur pour des gens qui rentrent, des gens qui sortent, d'autres qui sont perdus. Ce que dit Jules, c'est cet équilibre entre justement un corps, enfin et d'ailleurs, ça c'est l'endroit qui est toujours perfectible et qu'on continue à travailler avec les comédiens. C'est à quel moment la narration, la situation fait que je sors de mon corps, puisque en fait, et c'est bien aussi. À quel moment ces personnages âgés sortent de leur corps et deviennent. Après, nous, quelque part, c'est ça qui est compliqué parce qu'on n'a rien contre cette chose-là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à des moments donnés, le vieux fasse très bien le vieux pour que le public puisse se dire, OK, ils savent le faire, on l'a vu. Donc, quelque part, je peux en sortir et prendre presque de la distance par rapport à mon vieux et avoir une parole très, 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 très forte, très ancrée, avoir une sorte de vélocité. On essaye de faire en sorte quand même que le corps suive et que ce soit pas totalement irréaliste. Mais c'est possible que tout d'un coup, le personnage s'éveille, l'acteur, le jeune comédien sous ce masque de vieux arrive et à un moment donné, en revanche, il faut le voir redisparaître et retomber. Et donc voilà, notre travail, c'est toujours sur ces niveaux-là, parce que si on garde toujours cette chose-là du vieux, en tout cas de notre imagerie du vieux, parce qu'en fait, comme vous disiez avant l'émission, c'est très
vient juste la façon dans laquelle on vieillit et que on n'est pas tous égaux face à la vieillesse et qu'il y en a, on voit des interviews qui ont 95 ans et ils parlent comme vous et moi, donc mais voilà, c'est cet équilibre-là. De toute façon, notre spectacle n'est qu'une question d'équilibre tout le temps. Comment vous êtes allé chercher votre vieille? Vous êtes allé la chercher dans des exemples, c'est ce que vous disiez, ouais, mais je pense dans des exemples, il faut qu'à un moment donné, elle... Parce que par exemple, au début, c'est Cécile Kretschmar qui a quand même... La maquilleuse et qui fait également les cheveux, les perruques. Voilà, qui a créé ce physique. Par exemple, en ce qui me concerne, on était parti sur une sorte de Vivienne Westwood. Une vieille un peu rock'n'roll. Un peu punk. Voilà. J'étais plutôt pour sur le papier. On avait commencé à travailler et finalement, quand on a commencé à habiter ce personnage-là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et donc on s'est remise à discuter, Cécile et puis les deux gus ensemble, etc. Et moi, par exemple, j'ai une passion pour Marceline Loridan-Ivens. Donc on est parti là-dessus et machin. Mais donc tous les personnages se sont beaucoup créés avec les maquilleuses. Enfin, d'abord avec Cécile qui a créé, même aujourd'hui encore avec Noy, Kous et Ondine qui nous maquillent, parce que elles sont comme nous, elles feront jamais tous les soirs la même chose. C'est pas un masque qu'on met sur notre tête, c'est 1 heure de maquillage. Donc d'un soir à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes rides, les mêmes têtes, avec les taches. Ouais. Avec les veines. Et donc c'est quelque chose comme ça qui est toujours en mouvement aussi. Donc ça a énormément aidé parce que c'est quand même très impressionnant. Donc, quand on s'est vu. Quand vous vous êtes vu, alors ça c'est pareil, c'est une question que tout le monde va vous poser. C'est plutôt quand on voit les autres qu'on se rend compte. Quand vous avez vu vos camarades pour la première fois commencer à essayer d'être leur propre vieux. Sébastien Poudroux, Dominique Parent, c'est très impressionnant. Ouais, il y a un trouble en vrai. Moi j'ai ça même face à... Je me souviens à l'école, on avait eu une maître de stage de marionnette très très bien faite, qu'elle animait. Tu sais, ce côté, le vertige un peu de... quelque chose où ton cerveau, comme j'imagine la réalité augmentée, ou je sais pas, où tu te conscientises, tu sais, mais tu comprends pas. Et la première fois, avec Sébastien, ça m'a fait un peu la même chose, c'était le premier à être maquillé, ça m'a fait une sorte de petit vertige, de me dire, d'enfant presque, c'est lui, mais c'est pas lui, ça pourrait être lui vieux, et c'est vrai que franchement, c'est un super travail de Cécile Kretschmar, franchement, elle est incroyable. Parce je suis sûr qu'à 10 mètres dans la rue, alors peut-être je m'avance, mais je pense qu'on capte pas, hein. Si on marche comme ça, c'est ça qui est... Ouais. La voix, le corps ça vient beaucoup avec tout ça. Parce que par exemple, pour des histoires et de confort et aussi d'organisation, etc., on pouvait pas, pendant toutes les répètes, et heureusement pour notre peau, on ne pouvait pas se maquiller non plus tous les jours pendant je sais pas, 2 mois de répète. Donc on avait des rendez-vous comme ça de temps en temps avec le maquillage. Et c'était des moments pour nous de vérifier aussi quelque chose des répétitions, parce qu'on répétait comme ça. Donc forcément avec un petit souci de faire. On se sentait faire, puisqu'on avait le souvenir d'un maquillage. On s'était pris en photo, donc on pouvait aussi se revoir, mais on était en train de faire. Tandis que quand on avait le maquillage, on n'était pas en train de fabriquer quelque chose. On était juste en train d'habiter une tête et un corps, quoi. Donc le corps, forcément, quand on a cette tête-là, on se tient pas forcément comme ça. Forcément la voix, enfin tout se déroule, quoi. Mais c'est vrai que la voix, c'est presque la chose la plus difficile à tenir, non? Oui, parce que comme on est dans un souci quand même de réalisme. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, et puis c'est pas pour rien que ça s'appelle, les personnages ont des noms très proches du nôtre. Pour nous aussi, ça fait confusion, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un personnage qui est quand même qui doit partir de nous. Ce personnage s'appelle Séraphin Boudroux, Judith Siquer, Francine Valia. Évidemment que on est en train de dire que ça c'est imaginez, vos c'est vieux nous. Potentiels, ouais. Mais donc ça demande à faire on fait du théâtre et en même temps, il faut qu'on aille chercher quelque chose de très intime.
qui ne ferait pas théâtre. Enfin, cette phrase ne veut rien dire. Mais quelque chose comme ça où il y aurait, on cherche la confusion. Donc, dans la voix, c'est ce qui est. Pourquoi ne ferait pas théâtre? Non, mais ne ferait pas théâtre. Je veux dire, on fait pas des. On est loin on n'est pas dans le masque. On n'est pas dans le travail de masque. Pas vraiment, quoi. Même si la transformation pour nous acteurs est du même ordre, le travail n'est pas le même. Vous, votre idée à vous, c'était quoi avant de les voir matérialiser tout ça parce que c'est assez gonflé en fait. Ça pourrait être, ça aurait pu être ce que ça n'est pas, absolument caricatural. On s'est tout de suite dit que ça devait pas être caricatural, donc on a cherché. D'abord, quand on a vu Eric, on lui a dit nous. La majeure partie du budget, on veut que ce soit les maquillages et on veut quelqu'un de très fort parce qu'on s'est dit, nous, c'est l'enjeu numéro 1, c'est que ces figures de vieux, ils soient crédibles. Alors, crédibles, on s'entend parce que naturaliste, je sais pas, parce que notre écriture, elle impose, ce que disait Christophe, elle impose un rythme, il y a quelque chose, les répliques doivent se coller. Donc, pour eux, pour les comédiens, c'est là où est toute la difficulté. C'est de parvenir à trouver un corps de vieux, mais très très allumé et qui peut quand même répondre vite et à des moments comme on fait comme on aime faire, et c'est aussi le théâtre, je pense qu'on aime avec Christophe, qui a un caractère relativement baroque, donc ils ont aussi des changements de modalité de jeu. À des moments, ils ont comme un point de vue sur leur personnage, d'un coup ils se mettent à l'interpréter, donc ça demande quand même une virtuosité, tout ça, mais on voulait que les maquillages soient crédibles, pareil, Gladys au costume a travaillé sur des leurres, voilà, on voulait que ça, ce soit vraiment l'attention numéro 1. Ventres, avant toute question même j'allais dire, bien sûr, il y avait la question du dispositif, du concept, on va dire, mais même avant la question de la scéno, j'ai l'impression qu'on s'est concentré sur comment ils vont ressembler, quel choix on va faire sur notre traitement de ça. Le fait de choisir des jeunes acteurs pour jouer des personnes âgées, alors que la troupe a cette vertu de proposer une amplitude d'âge importante. Donc, en gros, le fait de choisir des jeunes, alors que vous auriez pu prendre des acteurs plus âgés dans la troupe, ça apporte quoi, en fait? Cette espèce d'étrangeté, histoire-là. C'est compliqué parce que... C'est une vraie question. On s'est posé la question nous-mêmes, en fait. Donc, au début, même... c'est compliqué parce que je pense que ça aurait été aussi très beau avec des vraies personnes âgées. Ça aurait pas été la même chose. Nous, je pense peut-être dans notre... je sais pas trop comment... Moi, l'endroit où je pense que ça quand même... en tout cas, faisait sens pour moi. Déjà, c'est par rapport à ce dont parle Chris, quand même, l'endroit de vertige, de vieillir quelqu'un et de le voir. Étrangeté quand même, oui, même si c'est réaliste. Quelque chose qui permet quand même, et surtout aussi, ce qu'on a fait gaffe dans la pièce, c'est de dire, ça parle de nous observant cette chose-là. On n'est pas en train de dire, voilà, à 85 ans ou 90 ans, on pense ça et c'est ça qu'on vit, parce qu'on n'en sait rien. Déjà, tout le monde vit des trucs différents, mais en plus, on n'est pas du tout dans ces problématiques d'âge-là. Ça permet l'humour. Il y a cette sorte de distance où je pense que ça permet à la fois, nous, on adore, jongler entre les registres, donc je pense que ça permet ça. Il y a une sorte de, ce rythme, faire toujours, je pense que oui, la distance, ça nous met quand même quelque chose, de l'ordre du théâtre? De l'ordre du théâtre, et on l'interroge avec eux. Il y a aussi le ludique, parce que nous, on adore le côté farsesque aussi, le côté... Même si on parle en effet de choix plus ou moins naturalistes, en tout cas d'essayer d'être au plus près des potentialités du vieux qu'on pourrait habiter. Mais je pense qu'on était plus à l'aise aussi, d'un certain point de vue, de le faire avec des... Et puis je pense que ça enlève une position... Enfin, là, moi, oui, moraliste. Mais je pense que pour l'inspectateur, ça aurait été peut-être plus compliqué aussi, la position du spectateur, un truc voyeuriste, un truc... voilà. Ça aurait été peut-être encore plus radical, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Voilà.
Ça questionne plus de monde, le fait de faire ce choix du maquillage. Ça emmène plus de monde. C'est surtout que moi, j'ai l'impression que c'est, comment dire, de la même façon que nous, on s'imagine plus âgé face à cette problématique, parce que forcément, quand on crée, on se met... on met des acteurs qui s'imaginent là-bas. On est à égalité avec le spectateur, avec j'aurais eu du mal, par exemple, quand il y a quelqu'un qui pète et tout, d'avoir un comédien de 85 ans et lui dire vas-y là. J'aurais eu l'impression de me sentir très jeune et un peu venir là. Tandis que là, c'est ça, c'est ce que tu dis. Là, il y a une sorte de terrain d'entente. D'utiliser quelque chose chez eux. Je me dirais même, moi, à 90 ans, je sais pas si j'aurais aimé que quelqu'un de 30 ans vienne me raconter ce que je vis de mon moment de vie à cet endroit. On n'est pas en train de dire voilà ce que vivent les personnes âgées à 85 ans. On est en train de parler d'une projection de nous et de cette société qui quand même qui est anatophobe et de cette question et de nous-mêmes qui le sommes. On s'exclut pas du tout de la problématique. Et voilà, on accompagne et donc on questionne ça, on questionne notre rapport à ça. Ce que dit Judith, ce qui est quand elle dit, je sais même pas comment c'est arrivé, d'où ça vient, est-ce que c'est moi, c'est vous, c'est quoi, c'est même pas la question. C'est une vraie interrogation, et donc je pense que si les maquillages, tout ça, ça permet de poser ça un peu comme une page vierge et que ce soit pas trop marqué et trop dur. Je pense que c'est quelque chose aussi assez terrible mais lumineux quand même dans la façon et ludique, c'est ce que je dis. C'est pour ça que c'est bien aussi que ça, le maquillage, la perruque, ça a quelque chose de ludique. Finalement, ce spectacle, finalement dans ce choix de grimer des jeunes acteurs. Si jeunes acteurs, Judith Siquet. Mais il y a aussi quelque chose de ne pas faire événement aussi. Et je pense que c'est important de plus faire événement sur ce. Là, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup la radio. Je veux dire, on est en plein dedans. Entre là, c'est les EHPAD, mais la fin de vie, c'est des sujets, mais qui, ça y est, on rentre enfin pas au cœur du beurre, mais en tout cas pas loin de la motte. Mais donc aussi de décider que ça puisse faire rire des jeunes gens de 20 ans qui viennent, alors que quelqu'un de 50 ans, ses parents en EHPAD, pas rire au même endroit, en effet. Mais c'est ça aussi qu'il faut réussir à faire, c'est-à-dire à désacraliser quelque chose, parce que ça a été tellement sacralisé qu'on s'en est pas occupé. Donc si on désacralise, et si ça n'est plus événement, mais si c'est quelque chose, si un tabou tombe, je pense qu'on réussit un petit truc quand même. Donc, je pense que c'est ça qu'on arrive à faire, qui peut déranger, en effet, quand comme tu disais, t'étais dans une salle où on adorerait que ça soit des salles comme ça, où il y avait beaucoup de jeunes, avec des gens moins jeunes, etc. Donc, avec tout le monde avec une histoire différente sur la vieillesse, mais aussi une histoire différente sur le théâtre. Aussi. Mais il y avait une vraie appétence. Il y a une éducation du spectateur à 20 ans. De les voir vieillir quand même. Je pense que ça, c'était Mais même c'est quand on a très théâtral et très réussi. Ah oui. Mais oui. Vous vous êtes amusés, vous, les comédiens? On a énormément ri. On rit de moins en moins. Maintenant, il faut devenir sérieux, parce que le mercredi 27... mais c'est vrai la que première. On a beaucoup ri, parce que déjà le texte est il y a beaucoup de drôleries. Et aussi parce même si on se connaît tous très bien, finalement, en vieux, on s'étonnait à des endroits où on pouvait ne pas être étonné. Avant, voilà, on rencontrait des nouvelles personnes. C'est comme dans un couple, en fait. Vous êtes encore en train de vous surprendre, c'est ça? En tout cas, on était tous d'accord que on irait tous à Pont-aux-Dames. Ça donne envie. Hein, si on était tous. Oui, alors j'ai regardé, il y a 60 places, donc il faut, voilà. Mais il y a très peu de comédiens du français. C'était pas fait pour les comédiens du français. Hein, non, ça c'est de la dystopie. Oui, c'était pas fait pour les comédiens du français. C'est justement parti du fait que les comédiens du français avaient des privilèges. Et que les comédiens des autres théâtres ne les avaient pas, et qu'il fallait créer. Coquelin a décidé de créer ça pour les autres, parce que en estimant que tout le monde y avait droit, était bien lotis. Enfin nous. C'était même à un moment, ça a été même une expression. Tu vas finir à Pont-aux-Dames, ça veut dire tu vas faire une petite carrière. Petite carrière. Ouais.
Donc c'était vraiment pour les acteurs. Ah oui, c'était nécessiteux, ouais. Mais C'est une c'était pièce très qui bien, ils étaient très bien lotis. qui questionne aussi, je trouve ça, l'idée ce que vous disiez, les privilèges de la comédie ça parle que de française, ça, c'est-à-dire ouais. aussi du patrimoine immatériel qu'est un artiste, que peut être un artiste, du théâtre privé, puisqu'il y a c'est pas la Michaudière, c'est la Ménardière. Ouais. Du Soleil, donc là alors ça, le théâtre du Soleil, vous êtes allé, franchement, c'est très drôle, tirade de votre camarade Dominique Parent, et puis les privilégiés et ceux qui ont donné pour la patrie, puisque voilà, l'espèce de côté artiste institutionnel. Il y a quand même le questionnement sur sinon la hiérarchie entre les différents types d'acteurs, mais en tout cas entre tirer vers ce le haut, que la vers le bas culture aussi. ou ce que les artistes donnent, et ce que la société leur rend. Parce que ça interroge le privilège. Nous, c'est quelque chose qu'on s'est vraiment posé. Enfin, est-ce que c'est mal d'être privilégié? Qu'est-ce que c'est être privilégié? Est-ce que je dois m'en vouloir? Est-ce que je dois culpabiliser d'être dans un établissement qui justement a respecté une utopie et dans lequel je me sens bien et où je suis considéré avec en effet des moyens et des gens du travail, où je suis pas là pour finir mes jours mais pour les continuer, comme dit Judith Siquer, et que en fait c'est assez merveilleux. Enfin, ça, en tout cas sur le papier, ça donne envie. Et oui, je suis privilégié, mais en fait, ça devrait être la norme. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on a tendance à les privilégier, à dire, ça dépend dans quelle mesure. Encore une fois, faut pas généraliser, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Soit on nivelle souvent par le bas, alors qu'en fait, on pourrait voir aussi les modèles. Un modèle, ça peut être beau aussi. Et je dis pas ça pour la comédie française. Je dis vraiment ça dans l'occurrence. La société. Pour la société en général. Non, mais c'est vrai, il y a plein d'endroits. Enfin, bref. Écoutez, merci. J'essaye de voir l'heure, mais j'ai pas l'heure en fait. Je suis un peu discrète. Voilà, non, si on est parfait. Peut-être une dernière question sur cette histoire des rires, parce qu'on n'a pas dit en fait, on rit quand même beaucoup. On n'a pas l'air là comme ça, parce qu'on est très sérieux, hyper concentré. Mais en fait, ça rit beaucoup. C'est quand même extrêmement drôle. Le personnage de Laurent Stocker, donc, ou plutôt de son assistante affublée, de son chef Alban, est particulièrement pathétique. Il est pas là, donc il en parlera pas, mais il a tout donné là. Il est dans l'exercice de son art. Je pense qu'il a dû bien s'amuser aussi. Il a pas le maquillage, il a autre chose. Il a quelques attributs. D'autres choses. Ouais, je pense qu'il s'est bien amusé. Après, il y a aussi il y a une justesse à trouver. Il y a un gros travail. Il a une grosse responsabilité. Énorme, puisque c'est le cadre du spectacle, puisque c'est, en gros, nous, c'était vraiment aussi, cette émission-là, vraiment essayer de faire que ce cadre-là existe vraiment, et du coup, il est vraiment le représentant, et le médiateur, c'est vraiment l'œil du public va vers lui, vers son assistante, mais c'est par lui qu'on rentre dans le spectacle, et c'est lui qui nous dit comment on devrait ou doit prendre en tout cas ce qui se passe au plateau. Et il crée quand même aussi une interaction. Oui, une interaction avec la salle. Bon, on voit ça. On va pas tout dévoiler, mais il y a. On n'est pas passif quand on est dans la salle. Et par rapport aux deux termes, comédie dramatique, farce pathétique, je sais pas exactement ce qu'ils veulent chacun dire, mais en tout cas moi dans ce que ça comédie dramatique, il y a quelque chose où par exemple Alban Vauquer, j'aurais pu l'imaginer plus acerbe, encore plus méchant, plus noir. Dans farce pathétique, il y a quand même, moi je trouve que l'intitulé comporte de la tendresse. Voilà. Oui, il est pas totalement cynique. Voilà, que c'est ce personnage. Et quand on parlait de faire ou d'éroder un tabou, moi je crois vachement à la tendresse comme façon de plus que plus que l'endroit agressif, l'endroit très cynique auquel on est très très habitué. Ça appartient à une époque. On lui raconte une sorte de background que le spectateur verra pas, mais que lui aussi a un enjeu fort qu'il est une sorte de présentateur sur le déclin, et que ce soir peut-être, enfin en tout cas chaque fois qu'il va présenter son émission,
peut-être qu'il se retrouvera en prime time sur France 2. Il a un enjeu. Il a un enjeu personnel. comme les autres. Donc du coup, il vit lui aussi différemment sa petite tragédie en parcourant ce spectacle. Donc, Est-ce Laurent, que les rires que vous avez entendus, ils étaient à l'endroit où vous les attendiez? Est-ce qu'on attend d'abord des rires? Franchement, oui, c'était assez. Je trouvais ça on n'a super. pas été choqué ou Non. déstabilisé. Non, et puis encore une fois, étant dans la salle, ça rit pas au même moment selon qui on est, l'âge, tout ça, et ça c'est assez intéressant. En tout cas, il y avait une vraie écoute, donc je pense que c'est. De toute façon, C'est vu bon que c'est un signe. spectacle qui va se faire, en effet, tu parlais d'interaction, c'est sûr que ça va se faire énormément avec la salle. Ouais. Donc de toute façon, Donc attention. grosse pression sur les spectateurs. De toute façon, on les prévient dès le début. Hein. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer, ouais. Mais c'est pas du flan, ça va être vraiment ça. C'est-à-dire que pour de vrai, ils auront un rôle à jouer dans le spectacle. Enfin, et même dans quelle soirée on va passer, quoi. Et si c'était eux, texte mis en scène, Christophe Montenez et Jules Sago, du 27 septembre au 5 novembre au Théâtre du Vieux Colombier, avec Alain Langlais, Florence Viala, Laurence Stocker, Julie Sicard, Sébastien Poudroux, Elissa Aloula, Clément Bresson et Dominique Parent. Merci à tous les trois. Merci et beaucoup, merci. Et donc Cécile Kretschmar à Et la Cécile création, Kretschmar à la et création. les 3 maquilleuses qui vont nous suivre pendant toute la production. Donc il y a, je ne connais pas leur nom de famille malheureusement, Ondine, Kous et Noy. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est ma camarade Judith qui animera l'émission consacrée à Ruy Blas, le théâtre à la table de Nicolas Lormeau. Bonne soirée, bonne semaine.